Раз, два, три. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Gare de l'Est. Vorkouta est une ville située dans le nord du cercle polaire arctique, dans la République des Komi en Russie, à presque 2000 km de Moscou. Cette ville est née en 1932 dans un contexte d'exploitation minière du charbon, entreprise par les prisonniers de plusieurs camps de travaux forcés alentour, dont le Vorkutlag était célèbre pour être l'un des plus durs, surnommé la guillotine glacée. Vorkouta est construite par les internés de ces camps de travail venant du monde entier, si bien que la ville a été surnommée la capitale du monde. À l'époque des travaux forcés, on comptait environ 70 000 personnes en permanence, ce qui est l'équivalent à peu près de la population d'aujourd'hui. Cependant, cette ville ouvrière n'a pas pu être exemptée de transformations politiques dans les années 90, dont l'implosion de l'URSS a été l'événement majeur. Comment appréhender alors la transition de cette ville ouvrière et le glissement de ses pratiques à l'intérieur du contexte capitaliste ? À la lumière de son passé, Vorkouta a-t-elle un avenir ? Ce sont les principales questions que se posent Nico Pelletier et Pablo Salin, réalisateurs du documentaire L'archipel des âmes en peine, produit en 2016 par les 48e Rugissants, 1001 Films et Back in Town. On vous laisse vous immerger dans l'ambiance du documentaire. Куда направлять осужденную Сталином рабсилу? Вот и нашли место в Заполярном крае. Расширять лагерную систему. Столица мира, Воркута. Bonjour Nico et bienvenue. Bonjour. Alors de manière assez naturelle et spontanée, je commencerai par m'intéresser un peu aux coulisses de ce documentaire. Nico, comment tu as eu l'idée de t'intéresser à la ville de Vorkouta ? Alors, donc c'est un documentaire que j'ai co-réalisé avec un ami à moi. On avait cette volonté commune, je pense, d'aller visiter un peu ce qui se passait au-dessus du cercle polaire arctique. Donc moi, venant de la photo, c'était plus, j'avais vraiment une envie d'aller filmer ces espaces, d'aller filmer la toundra, ces lieux complètement un peu isolés du monde. Donc au fur et à mesure de nos recherches, on a cherché du coup un peu tout ce qui se passait aux alentours du cercle polaire. Donc il n'y a pas beaucoup de choses. Donc on est tombé sur cette ville Vorkouta qui a une histoire assez chargée. Il se trouve que mon co-réalisateur parlait déjà russe, donc il connaissait déjà pas mal de choses sur la Russie et sur le système concentrationnaire à l'époque de l'URSS. Et donc du coup on s'est retrouvés à aller voir une première fois pour des repérages. Ce qui nous a vraiment frappé après avoir passé 2 semaines là-bas, on a vraiment l'impression de vivre une immersion en URSS, quoi. C'est comme si le temps était figé et que rien ne s'était passé depuis la chute de l'URSS. C'était vraiment extrêmement saisissant comme ambiance. Et donc du coup, ça nous a poussé à poursuivre le film. Les conditions de tournage du documentaire, elles étaient précaires quand on voit que la ville affiche une température moyenne de moins 34 degrés. Et est-ce que vous arriviez facilement à rencontrer des gens et à vous laisser porter au gré de ces rencontres ? Alors, c'est sûr que les conditions de tournage étaient extrêmement compliquées. Niveau matériel, c'était vraiment un enfer pas possible. Bon, je vous passe
le matériel qui s'est cassé avec le froid, les pieds de caméra cassés et compagnie. Alors après, pour ce qui est de la rencontre avec les gens, en fait, donc c'est des gens complètement oubliés, que même la Russie moderne n'en a plus rien à faire, n'est pas du tout intéressé par ces gens-là. Du coup, le fait que quelqu'un vienne les voir, ils étaient vraiment hyper hospitaliers. On se faisait trimballer partout dans toutes les maisons de Vorkouta parce qu'on était les seuls qu'on s'intéressait à leur vie et que du coup ils avaient beaucoup de choses à raconter. Donc la rencontre avec les gens était assez facile. Les gens étaient plutôt surpris de voir qu'on s'intéressait à eux et du coup ça coulait vraiment de source, quoi. On a rencontré un peu tous les milieux extrêmement rapidement, quoi. Tu les rencontrais dans la rue ou il y avait du bouche à oreille, vous vous retrouviez les uns chez les autres ou Ouais, effectivement, dans la rue, il y a pas beaucoup de monde et c'est un peu compliqué de faire des rencontres dans la rue parce que tout le monde est camouflé derrière, ouais. je sais pas combien d'épaisseur de vêtements. C'était plutôt le bouche à oreille là-bas. Il y a des Français qui sont là à faire un pied, tiens, tu devrais aller voir telle personne, voir telle personne, je te pose le numéro de telle personne. Et on allait tout le temps, ouais, c'était chez les gens qui nous ouvraient leurs portes extrêmement spontanément. Et vous êtes resté combien de temps du coup vous sur place? Alors sur place, du coup, le tournage a duré 3 fois 1 mois. Donc on est resté 3 mois en tout. Ok. Voilà. Ok. Bah comme tu dis, du coup, Vorkouta, c'est vraiment une espèce de bulle. Tu disais qu'on avait l'impression que c'était un temps figé de l'URSS, donc c'est vrai que ça a l'air d'être une ville dont l'essence est par excellence ouvrière. Et il paraît un peu difficile de s'imaginer qu'après la chute de l'URSS, la ville conserve le même esprit que sous le communisme soviétique. Est-ce que, vu que ce sont désormais les entreprises à qui appartiennent les mines, donc dans le documentaire, vous citez les groupes Servestal et Vorkouta Ugol, je ne dois pas très bien le prononcer, mais bon, Ouais. ces deux groupes qui deviennent les détentrices du lieu, parce qu'elles offrent les principaux emplois aux habitants de la ville, elles vont même jusqu'à gérer leur quotidien à travers la prise en charge du sport, de la culture, de l'éducation, de la santé. Est-ce qu'on peut parler d'une reconfiguration de la ville à travers cette réappropriation du lieu par les entreprises ? Oui, tout à fait, ouais, parce que donc on peut dire que depuis la chute de l'URSS, les mines ferment les unes après les autres. Donc la privatisation, comme partout, a amené la rentabilité à son maximum. Du coup, la volonté politique des entreprises, maintenant, elle est clairement de fermer, quasiment de fermer la ville, en fait. Le but de l'entreprise, c'est de créer une ville dortoir pour les ouvriers, sans aucun service et sans la culture. C'est vraiment de créer une ville dortoir pour les travailleurs, juste pour travailler. Et plus d'histoire et plus rien du tout à côté, quoi. Et les habitants sont... Enfin, il y a une scène du documentaire, bon, je vais la divulguer, mais c'est pas grave. Il y a une scène du documentaire qui montre un dialogue entre un jeune mineur et un chef d'exploitation d'une mine. Et la conversation prend un tour assez critique et déploie même des arguments qu'on pourrait retrouver assez facilement dans les milieux syndicalistes. Donc c'est qu'il y a des habitants qui sont conscients des nouvelles conditions de travail qui sont impliquées par le virage capitaliste. Est-ce qu'on assiste à Vorkouta à des mobilisations sociales ou des formes de résistance politique ? Alors, mobilisation sociale, très peu. Ce qu'on peut voir, c'est que les gens sont quand même sont extrêmement attachés à leur lieu, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avant la chute de l'URSS, entre l'ouverture des goulags à la mort de Staline et la chute de l'URSS, la ville a une croissance extrêmement élevée. Il y avait beaucoup de gens qui allaient travailler là-bas et la ville a vraiment grossi. Et les mineurs, c'était l'époque des braves mineurs soviétiques, la fierté de l'Union soviétique. Du coup, ils étaient extrêmement bien payés, ils avaient beaucoup, beaucoup d'avantages. Et sauf que maintenant, du coup, ils sont complètement délaissés par la Russie moderne. Depuis le début, déjà, aussi, c'était des camps de travaux de prisonniers politiques. Donc, il y avait beaucoup d'artistes, en fait. Donc, il y avait une vie culturelle extrêmement riche à Vorkouta après l'ouverture des camps. Il y avait beaucoup de théâtre, beaucoup de musique. Et du coup, donc, dans les années 80, il se passait vraiment beaucoup de choses. C'était une ville en Russie dont on parlait beaucoup. Du coup, maintenant, les résistances politiques ne se font pas trop parce que en fait, la ville se dépeuple quand même, les gens partent. La plupart des travailleurs qui viennent maintenant, c'est quand même des travailleurs qui viennent du Sud. Ce qu'on peut dire, c'est que ceux qui sont nés là-bas et qui veulent faire vivre leur ville, ils sont obligés de vivre là-bas parce que le salaire de base est tellement faible, ça doit être quelque chose comme 400 € par mois. À Vorkouta, ils ont un droit un petit peu plus, mais bon, c'est pas suffisant pour pouvoir partir en fait. Donc les gens sont un peu bloqués là-bas et
Et ils veulent rester vivre là-bas parce que c'est leur ville, c'est leur histoire, Ouais, il y a un rapport peut-être aussi de fierté vis-à-vis de la terre, cette espèce d'attachement à la terre et aux ancêtres. Enfin, à un moment en plus, il y a une scène où il y a un jeune homme du coup, qui dit qu'il est père de famille. Il dit qu'il n'a pas de perspective dans cette ville, mais qu'en même temps, il aime cette ville, il y est attaché parce que sa grand-mère y est arrivée, parce que sa mère y a travaillé, mais que lui, il ne se voit pas vivre là-dedans, quoi. Donc on sent un peu cette espèce de tiraillement entre le fait de vouloir partir parce qu'il n'y a pas de perspective d'emploi, et de l'autre côté, cette envie de rester parce que héritage familial, parce que poids de l'attachement. Mais il y a quand même des élections qui se passent là-bas. Enfin, il y a une vie politique, citoyenne un peu là-bas. Des associations, je sais pas. Oui, des associations de mineurs, mais c'est plus pour des... Ce n'est pas trop politique, je pense. C'est plus pour des regroupements hors travail, pour se retrouver et créer une vie commune, en fait. Donc Vorkouta n'est pas seulement une ville qui s'est fondée sur les prisonniers du goulag, mais vous le montrez très bien dans le documentaire, qui a aussi évincé une population qui était déjà présente sur les terres et qu'on appelle les nénettes. Alors vous donnez la parole à quelques-uns de ces nénettes qui dénoncent la destruction de la terre par les Russes, eux qui vivent des rennes, et surtout le racisme qu'ils subissent de la part des Russes. Est-ce que ce racisme est perceptible dans les discours ordinaires et est-ce qu'on peut observer des phénomènes liés à ça ? Je dirais pas de racisme parce que c'est quand même donc ça fait pas mal de temps que les nénettes sont intégrées à la vie russe. Enfin, ils ont été obligés d'apprendre le russe. Les enfants vont très tôt à l'école, à 7 ans, ils sont obligés d'apprendre le russe, ça devient leur première langue. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même une véritable acculturation du monde nénette quand même, parce que voilà, ils se transforment vraiment en russes. Les jeunes nénettes qui vont tous à l'école et qui voient tous la vie moderne entre guillemets, n'ont absolument plus aucune envie de retourner vivre dans la toundra. Donc ce qui fait que les éleveurs de rennes sont quand même un petit peu amenés à disparaître. C'est pas encore le cas, mais a priori ils seraient amenés à disparaître. Et à Vorkouta, je pense qu'ils cohabitent quand même relativement bien, parce que les nénettes ils nomadisent dans un rayon de 100 km entre le nord et le sud de Vorkouta. Et du coup ils passent assez régulièrement à la ville pour vendre du renne et pour acheter des aliments de base comme des pâtes ou du riz. Donc c'est tellement une ville éloignée qu'on peut un peu voir comme une île complètement isolée. C'est-à-dire que les gens ils s'entraident quand même. Ils sont tellement tout seuls là-bas qu'il y a quand même beaucoup d'entraide entre eux, quoi. Ils savent très bien qu'il n'y a rien qui vient en dessous, donc ils sont quand même relativement ouverts. Moi je trouvais relativement ouverts. D'accord, ouais, donc racisme c'est peut-être un peu trop... Ouais, il n'y a pas trop, quand même, ça a été le cas, pas trop maintenant quand même, quoi. D'accord. Mais oui, parce que dans le documentaire, on voit aussi un peu deux profils de nénettes. Là, tu disais qu'ils étaient nomades dans un rayon de 100 km. On voyait les nénettes éleveurs de rennes et les nénettes qui produisaient des chaussures, il me semble, avec des peaux de bêtes. Donc c'est que ceux-là, ils sont sédentarisés. Donc il y a quand même des nénettes qui vivent dans la ville avec les autres Russes ou... Ouais, complètement, qui vivent dans la ville. Ce cordonnier qu'on voit dans le film, en fait, il se trouve que c'est lui qui fait le lien entre la toundra et la ville. Quand sa famille ramène du renne, c'est lui qui s'occupe de gérer les étalages et les rapports avec la ville, en fait. Mais ça, c'est un phénomène qu'on voit beaucoup quand même, parce que voilà ce que je disais tout à l'heure, la toundra, ça fait pas rêver les jeunes. Ils préfèrent vivre en ville. Avoir des amis, avoir un peu tout, une vie un peu plus normale que la vie coupée du monde dans la toundra, quoi. Et le rapport au travail semble assez genré, parce qu'on peut en effet s'imaginer qu'une ville fondée sur une classe ouvrière qui va travailler à la mine et qui se perpétue à travers cette main-d'œuvre laisse quand même très peu de place aux femmes. Alors qu'est-ce qu'elles font les femmes à Vorkouta ? Effectivement, les femmes, elles sont pas envoyées sous terre, à 100 mètres sous terre, dans la mine, parce qu'elles s'occupent notamment, les femmes s'occupent beaucoup de l'administration, de tout ce qui est le service infirmière. Elles sont toutes dans les bureaux quasiment, quoi, et dans le service tertiaire qui sert à faire vivre la ville, comme les commerces alimentaires, les commerces de vêtements. Je savais pas trop si cette question, elle était pertinente dans la mesure où quand même on voit aussi une scène avec une vieille femme et je pense son fils.
mais où elle essaye de retrouver absolument un papier de la préfecture, il me semble. Et donc on apprend dans cette scène qu'en fait elle était elle-même prisonnière. Ouais. Du coup, je me doutais que c'était pas, qu'elle travaillait pas à la mine, mais les femmes, elle disait qu'elle tricotait des vêtements. Donc ça veut dire qu'il y avait aussi des prisonnières à l'époque. Enfin, je veux dire, c'était pas exclusivement, les prisonniers n'étaient pas exclusivement des hommes. Donc il y avait aussi des femmes, et ces femmes, tu sais un peu quels étaient leurs travaux forcés? À l'époque des camps, je pourrais pas trop dire. Je pense que c'est assez facile d'imaginer pareil. Du coup, s'occuper de la nourriture, s'occuper quand même parce que c'est quand même un camp de travail, donc elle devait forcément faire quelque chose parce que c'était pas les vacances. Bah oui. C'est un peu difficile à dire. Toi, t'en as rencontré? La dame, elle tricotait pas dans les camps. C'était avant, en fait. Ah, d'accord. Ok. C'était avant, et elle s'est fait balancer par son voisin. Et donc, du coup, elle s'est retrouvée là-bas. Mais... Et elle est jamais partie, quoi. Moi, c'est un peu ça que je trouve assez fascinant dans le documentaire, c'est que, ils ont quand même un passé de prisonniers, et ils restent dans la ville dans laquelle ils se sont fait finalement incarcérer, quoi. Ouais, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à comprendre, mais effectivement cette dame elle a 92 ans je crois. Elle s'est fait interner là-bas il y a 70 ans, ça fait 50 ans qu'elle vit là-bas en tant que personne libre, et sauf qu'elle n'a jamais quitté les lieux, quoi. Alors, une des explications à ça, c'est parce que du coup, quand ils étaient envoyés en camp de concentration, donc tout le monde était coupé de leur famille, ils se retrouvaient là-bas sans argent, ils n'avaient pas d'argent pour pouvoir prendre un train pour descendre dans le sud. Donc ils se sont retrouvés obligés de travailler à la mine, mais en tant que libre et pas prisonnier. C'est la fin de notre émission. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Alors on ne peut que vous conseiller de regarder ce documentaire et de l'apprécier. Merci Nico d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et à très bientôt pour de nouveaux arrêts Gare de l'Est.